J'ai une mémoire très cinématographique et politique de Jérusalem. D'abord, mon premier souvenir date des années 80. À l'époque, on ne venait pas facilement en Israël. J'habitais à Nice. Et mon père recevait un homme assez petit, avec des yeux pétillants, un sourire que j'avais déjà vu avant, mais j'arrivais pas très bien à me souvenir où. Il avait des lèvres fines, mais un sourire assez franc, sincère et à la fois déterminé. C'est très dur à définir, mais je savais, malgré son fort accent, qu'il avait un français parfait, mais un accent polonais, un peu comme celui de mon grand-père Papy Jean. Je savais que j'avais déjà vu cet homme quelque part. Il parlait un peu comme ça, avec l'accent polonais comme ça. Donc il y avait quelque chose de très spécial, quoi. À l'époque, il n'y avait ni Internet, pas de Google Images ou de photothèque accessible. J'ai à peine 10 ans et je réalise qu'en effet, j'avais déjà vu une version beaucoup plus jeune de cet homme qui discute avec mes parents. Il y a une grande photo encadrée dans une salle adjacente au salon chez moi, une grande photo en noir et blanc avec trois hommes qui marchent dans une rue avec des pierres blanches. C'est mon souvenir, il n'y avait que ces trois hommes dans ma mémoire. Et je reconnais à gauche de la photo ce petit homme en uniforme. Il n'a pas de casque comme les deux autres, je vais vous montrer la photo. Il n'a pas de casque comme les deux autres. J'imagine qu'il a une casquette kaki comme le reste de ses vêtements. Et il marche avec un petit sourire sur ses lèvres. Cet homme, c'est Uzi Narkis, le général de la guerre des 6 jours. Il se trouve sur ce cliché aux côtés de Moshe Dayan, ministre de la Défense, fraîchement nommé le 5 juin 67, le jour même du premier jour de cette guerre qui en dura 6. Et le troisième homme, c'est Yitzhak Rabin, le chef de cabinet de Tsahal à l'époque, sous le commandement du ministre Dayan et du général Narkis. On est en 1983 ou 84 chez moi, chez mes parents. Je suis encore jamais allé en Israël et encore moins à Jérusalem. Et pourtant, je rencontre ce soir-là l'un des héros qui a permis la réunification de Jérusalem, l'un des artisans de cette guerre des 6 jours qui a permis à des millions de juifs plus tard de retourner dans la vieille ville et de se rendre au mur occidental et de prier, même si je ne suis pas forcément quelqu'un de religieux, je suis spirituel, sur ce qui reste du second temple. Et je me souviens comme si c'était hier, Uzi Narkis, le général Uzi Narkis, qui me montre sur la photo avec son accent polac comme ça. C'est moi sur la photo et il raconte avec humilité cette journée de la guerre des 6 jours. Mais là, je dois avouer que je me souviens plus très bien de son récit. On le voit un petit peu mieux ici. Il est sur la gauche de cette photo. Vous voyez Moshe Dayan au milieu et Yitzhak Rabin. C'est vraiment le côté historique qui me traverse à ce moment-là. Je n'ai pas encore 10 ans, mais je sais déjà que je veux être journaliste. Et je ressens une fierté de rencontrer un homme qui parle comme mon grand-père. Je découvrirai plus tard que Narkis est donc d'origine polonaise, comme mon papy Jean, qu'il a vécu longtemps en France, qu'il a étudié à Paris à l'école militaire. Et cette familiarité sonore, cette photo qui trônait dans une petite pièce de la maison, et le fait que je comprenne ce soir-là que cette photo avait été prise un jour historique à Jérusalem, suffisait à aiguiser ma curiosité. Et cette histoire, des années plus tard, pendant des années à venir, m'aura marqué. Et mon attache particulière à cette guerre et à Jérusalem, c'est souvent ces petites histoires dans la grande qui me fascinent personnellement. Cette photo, elle est pour moi unique. On la voit maintenant dans des tonnes de petites échoppes touristiques à Jérusalem. Ils étaient tout seuls dans ma mémoire. Ils sont en fait entourés de journalistes, ce qui est assez drôle. On distingue bien derrière les journalistes qui les accompagnent. Et ils sont parmi les premiers, après les soldats qui ont libéré la ville, à se rendre et à se diriger vers le mur des lamentations. Et voilà, c'est Jérusalem tel que je m'en souviens pour la première fois. On dirait une mise en scène, mais elle n'est pas posée. C'est Uzi Narkis qui nous l'avait confié à l'époque. Voilà, ça c'est pour mon premier souvenir de Jérusalem. C'est beau. Et plus globalement, alors peut-être ton regard sur Alors, Jérusalem. je vais y venir, mais j'ai Ouais. aussi cette relation. En fait, cette relation iconographique et politique, elle me suivra toujours. Je me rappelle quand j'étais jeune animateur au ZI, quand j'étais tout simplement vacancier avec le BBYO. J'ai été après me balader avec des tonnes de groupes Taglit, et j'ai vu aussi des groupes Taglit de l'UEJF. Dans ma jeunesse, en tant qu'animateur, cette mise en scène que les groupes des mouvements de jeunesse mettaient en place pour bander les yeux, qui viennent pour la première fois dans la vieille ville se positionner un peu en hauteur pour avoir une vue en contre-plongée, avec le dôme des rochers derrière, sa coupole en or, la chaleur du soleil qui brûle sur le visage des petits jeunes, des jeunes ados, en plein cagnard, en plein mois d'août. Il y a beaucoup de cinéma dans cette histoire-là. Donc c'est vraiment ces moments inoubliables, mais qui sont quelque part un peu mis en scène. Donc il y a toujours un peu un côté iconographique comme ça. Et plus tard, cette mise en scène dans la vieille ville de Jérusalem, je la commenterai en tant que journaliste,
parce que j'ai rapidement compris que ces pierres de Jérusalem, au-delà de l'aspect spirituel, des guerres, des religions, c'est une scène pour la politique internationale. Et l'autre souvenir lié à Jérusalem qui m'avait à l'époque interpellé pour son côté mise en scène justement Samuel, alors que beaucoup n'y voyaient le jour même qu'un coup de sang, c'est lorsque Jacques Chirac visite Israël pour la première fois en tant que président. On est le 22 octobre 1996, c'est un mardi, j'ai 22 ans, je suis étudiant à l'école de journalisme à Paris, donc en plein dans le cœur de l'actualité, et je suis, attention à la visite du chef de l'État. Et pour vous remettre dans le contexte, Chirac est en visite dans la vieille ville de Jérusalem au moment où c'est le premier déplacement d'un président occidental depuis l'élection de Yasser Arafat à la tête de l'autorité palestinienne en janvier 1996. Et l'organisation de ce voyage bute sur l'épineuse question de Jérusalem et de ceux qui assureront la sécurité de Jacques Chirac dans la vieille ville. Jérusalem-Ouest est pour l'autorité israélienne et sous autorité israélienne. Et les Israéliens souhaitent que le président français soit escorté également dans la partie orientale de la ville. Elles avancent des raisons sécuritaires, puisqu'en effet, on est tout juste un an après l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Il faut que le président Chirac soit accompagné d'un service de sécurité digne de ce nom. Mais là, ça bloque totalement. Les relations avec sa garde israélienne l'irritent au plus haut point. Et vous vous souvenez probablement de cette scène. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go and let them do. No, that's no danger, no problem. No, this is not a method. This is a provocation. That is provocation. It's not a provocation. Please, you stop now. Voilà, c'est un succès médiatique et politique pour Chirac. Ah ouais, provocation. Mais c'est vraiment un succès médiatique et politique pour Chirac parce qu'il avait une politique pro-arabe et que c'était important qu'il se mette sur la scène internationale. On reverra ces images énormément à chaque visite de Chirac, à chaque visite d'un chef d'État français en Israël. De ce point de vue-là, il a réussi son coup parce qu'on ne voit jamais les images de Mitterrand, de Sarkozy ou de Hollande en Israël. Et vous le voyez venir, l'autre sentiment de mise en scène que j'ai, c'est avec Emmanuel Macron. C'était le 22 janvier dernier. Ça devait être un moment historique pour lui. Ça partait vraiment, on est juste 4 mois jour pour jour. Aujourd'hui, on est le 22 mai, c'était le 22 janvier. Emmanuel Macron veut se démarquer de ses prédécesseurs, mais là, malheureusement, c'est pour moi un raté. Il a prévu, sans prévenir la presse, et je le sais parce que je savais que les caméras d'I24 étaient sur place et on n'avait absolument aucune idée du planning d'Emmanuel Macron. On était à tâtons toute la journée. On avait juste des bruits, des suspicions qu'il allait bousculer le protocole pour se rendre sur les lieux phares des 3 religions. Je sais que Noémie Madar était avec lui. Il a fait le Saint-Sépulcre et il devait aller se rendre sur l'esplanade des mosquées / mont du Temple, puis au mur des Lamentations. Mais à l'entrée de l'église Sainte-Anne, qui est officiellement territoire français, il refuse, comme Chirac en son temps, que la sécurité soit assurée par les Israéliens lorsqu'ils rentrent à l'intérieur de l'église. Et là, on assiste à du Jacques Macron ou du Emmanuel Chirac, le président français qui a un si bon accent américain, prononce avec le plus exagéré accent français un « Please don't break the rule » que je vous invite à regarder. We know perfectly, everybody knows the rules. I don't like what you did in front of me. Go outside. I'm sorry, but we know the rules. Nobody has to provoke. Nobody, okay? We keep calm. We had a wonderful work. You did a great job in the city. I do appreciate, guys. Please respect the rules as they are for centuries. They will not change with me. I can tell you, okay? So everybody respects the rules. Please. Mon analyse là-dessus, c'est que ce jour-là, ce n'était pas du tout un coup préparé. Il a totalement raté son coup parce qu'il voulait qu'on se souvienne de lui comme l'unificateur, celui qui brise les protocoles, qui se rend différemment sur les lieux des 3 religions. Mais il a eu un coup de sang, un peu de provocation de la part des Israéliens qui savent très bien y faire. C'est un lieu sensible, historique, déjà un lieu de controverse. Et il parle avec les membres de la sécurité toute la journée. Et depuis le début, il leur parle avec l'accent anglais, probablement comme les Israéliens parlent avec un accent un petit peu comme ça. Il leur répond comme ça en leur disant « Please, respect the rules ». Je ne pense pas qu'il y avait un côté où j'ai envie de prendre l'accent de Chirac. Mais je crois que c'est vraiment un raté parce qu'en effet, ce jour-là, on est dans plein voyage du 75e anniversaire de la libération des camps d'Auschwitz. Il avait été exemplaire jusqu'à ce moment-là. On aurait dû se souvenir de ces images où il marche sur le mont du Temple, / esplanade des mosquées, et dans la même journée au mur des Lamentations. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est un raté parce qu'on se souviendra uniquement de ce « Please respect the rules ». Enfin, je tiens à parler de 2 images qui sont liées à Jérusalem.
là c'est plus mon côté un petit peu politique américaine, c'est Donald Trump. On est le 6 décembre 2017, on est à la Maison Blanche. Et là aussi, il y a une véritable mise en scène à décortiquer assez rapidement. Je sais qu'on est pressé par le temps. Trump a derrière lui Mike Pence, son vice-président, qui à l'époque n'apparaît pas de manière fréquente derrière Trump. Et Trump aime l'attention, donc en général, c'est lui qui est sur le devant de la scène. Mais là, son public, pour cette annonce début décembre, en pleine préparation des fêtes de Noël, ce n'est pas les Israéliens, ni même les Juifs américains qui n'ont pas voté en masse pour Donald Trump. C'est une grande partie de la base électorale, ce sont les chrétiens évangélistes. Et si vous voyez sur cette image, donc c'est Mike Pence qui est derrière, qui réveille ce vote évangéliste. On est en pleine période de Noël. Le sapin de Noël est très important pour annoncer le déménagement dans un futur proche de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Et cette image, parce qu'on doit faire de l'étude iconographique toujours quand on suit l'actualité et quand on la commente, ce n'est pas anodin. C'est absolument pas anodin qu'on annonce ce déménagement à Jérusalem en pleine période de Noël avec Mike Pence derrière. Et ensuite, on se souviendra de cette image de Donald Trump au mur des lamentations. Encore une fois, tout ça, c'est de la mise en scène. À chaque fois qu'un chef d'État vient en Israël, à chaque fois qu'un chef d'État vient dans cette vieille ville de Jérusalem, il y a une manière coordonnée de montrer le chef de l'État. Là, c'est Donald Trump qui glisse un papier. La première image que moi j'ai en tête de ce genre de mise en scène, c'était le pape Jean-Paul II à l'époque qui était venu au mur des lamentations. Voilà, c'est pour ça que je pense qu'on est vraiment dans de la mise en scène politique, toujours en permanence. Et malheureusement pour Macron, on ne se souviendra pas de cette image puisqu'on se souviendra de « Please don't break the rules », Samuel. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup pour ce regard, voilà, ce regard iconographique, plusieurs épisodes que tu nous as fait de tes souvenirs personnels à Jérusalem. Merci beaucoup à toi. Merci de m'avoir invité.